Bon, alors je dis, et je me présente, je suis de la Lorraine. La France, c'est ma patrie, mais je ne suis pas une pure Lorraine. Je suis née en 1929 sous le régime français, d'une mère lorraine et d'un père alsacien. Mais l'Alsace est encore à part. Elle ne faisait pas fusion. L'Alsace et la Lorraine étaient convoitées par qui? Par les Français autant que par les Allemands. Les Allemands la revendiquaient en plus parce qu'on parlait le patois. Le patois est un dérivé de l'allemand plus que du français. Ici en Lorraine, oui, et puis l'alsacien c'était un patois aussi, mais un patois plus proche de l'Allemagne. Je suis née à Bassus, cité cheminote, depuis. Avant, c'était pas cheminot, hein, c'était rural. Rural. Donc, Yutz, c'était scindé en deux. Magnum, c'était à part, un village de pêcheurs. Et Yutz, c'était sur le tournant de la rue Jean Jaurès, tu sais. Il y avait l'église dans le tournant. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Et l'église a brûlé et on ne l'a pas reconstruite. Comme ça a évolué, qu'il y avait les deux communes qui étaient rassemblées, c'est là que les chemins de fer se sont installés et qui ont créé des emplois. Et là, il y a eu une émigration d'Alsace et puis ça s'est rassemblé ici, quoi. Pour venir travailler aux ateliers. Aux ateliers, oui. Et c'est là que mes parents se sont connus. Mon père a émigré d'Alsace. Il est venu travailler aux ateliers et c'est là qu'il a connu ma mère. Chivre, Jacques Chivre et Catherine Tétienne de Bassam. Ouais. Jacques Chivre de Königsmacker. Pourquoi ils ont été vivre rue de la Culture? À cause du cousin de ma grand-mère qui avait dit j'ai une maison qui me reste à vendre dans le lot, tu vois. Et si vous la voulez, elle est à vous. Ils ont dû payer un tempérament parce qu'ils n'arrivaient pas, c'était trop tôt, trop jeunes mariés. Ils n'avaient pas de. Je ne sais même pas s'il y avait à l'époque des emprunts comme maintenant. Le cousin, il y a encore la tombe au cimetière. Je te l'avais montré une fois quand tu sais, elle était en pierre assez costaud. Maintenant, ça commence à se délabrer. Mais longtemps, c'était vraiment en bon état. Il est parti en Allemagne en 18 parce qu'il ne parlait pas français. Il a eu peur que les Français l'expulsent. Mais les Français ne l'auraient pas expulsé. Il a regretté d'être parti après. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sans vouloir être allemands, mais parce qu'ils ne parlaient pas français. Ils ont cru que les Français étaient aussi rigides que les Allemands. Non, ce n'était pas un promoteur, c'était un entrepreneur. Ben, il a construit ceux qui sont attachés ensemble. Oui, il les a construits. Si tu veux, c'était en quelque sorte un placement qu'il a fait. Et les maisons, au fur et à mesure qu'il les terminait, il les vendait. Et les maisons étaient faites avec du matériau. Ma mère, elle a encore rigolé avant qu'elle meure. Là, elle disait encore, tu vois, notre voisin, justement à cause du mufle, elle a dit, si on avait gardé notre ancien voisin, on n'en serait pas là. Il y aurait l'entente cordiale, quoi. Et il n'aurait pas eu besoin de partir s'il n'avait pas été buté. Il s'est manifesté contre parce que le matériau n'était pas neuf. Et ma mère a dit, tu vois, ici en haut, on a encore le vieux matériau, il est encore bon, il survit encore. Ben, le voisin, il n'avait plus d'argent, il a dû vendre la maison. Et c'est le frère de mon grand. Mais parce il était en justice, ce que je t'ai. Il a attaqué, il a dit que les fenêtres ne sont pas neuves, la boiserie n'est pas neuve. Et moi, j'ai payé ça et il n'avait pas le droit de me demander cette somme parce que c'était pas neuf. Et lui, il a dit, il a vu l'état dans lequel était la maison, il aurait pu refuser l'achat. Et il était d'accord, il a signé, il la prend.
Et il a eu tort. Hein. Tous les tribunaux de Thionville et de Metz lui ont dit non, vous avez acheté la maison dans l'état qu'elle était. Et c'était pas dit que ça devait être neuf. Et le grand tribunal, donc non pas de la Lorraine, c'était déjà le tribunal de l'Est, parce que tout se regroupait au grand tribunal de Colmar. Et là, il a eu tort. Et c'est là qu'il a été obligé, pour payer les frais de justice, de vendre la maison. C'était le père de Muffle qui l'a acheté après. Il y a toujours eu la famille Chivre. D'accord. Famille Chivre, après c'était mon père et ma mère qui sont restés. Maintenant c'est Cathy. Et c'était toujours dans la famille. Hein. C'est un patrimoine familial, quoi. Et le frère était à côté. Et quand ils ont emménagé à côté, elle a dit à ma mère, maintenant tu auras un nouveau voisin, mais tu ne vas pas le regretter. On va faire, on est bien, ils se voyaient beaucoup. À l'époque, tout le monde allait à la messe à 10h. Ma mère l'a raconté combien de fois. Et en face, le café en face de Cathy, c'était un café Chivre aussi. Après la messe, ils allaient au café. Et puis, ils rentraient manger à la maison, mais souvent, ils mangeaient chez ma grand-mère, mais pas chez l'autre. Et ma grand-mère, elles étaient combien? Des sœurs à Bassam, et il y avait une célibataire avec la guide. Et la guide était souvent chez ma grand-mère, parce qu'elle était célibataire, et alors elle donnait des coups de main à ma grand-mère. On avait 2 biquettes, on avait des cochons, on avait des poules, des lapins. Derrière, c'était pas clôturé, hein, c'était ouvert derrière la cour. Et après, il y a eu des clôtures. Et la sœur de ma grand-mère, c'était la Marianne. Elle a dit, écoute, moi, je ne viens plus chez toi, moi, je ne fais pas la bonne à côté. Alors, le temps que ma grand-mère, elle cuisinait avec ma grand-tante, eux, ils étaient au café à boire après la messe, quoi. Et alors, après la messe, ils sont venus manger chez ma mère. Après, ils sont allés faire une balade. Et ma mère et ma grand-mère et ma grand-tante, ils ont fait la vaisselle. Et tu vois, elle en avait marre. Elle a dit, je ne sais plus. Et quand elle a arrêté, c'est là que la discorde a commencé. Elle est née le 16 février 1900. Et puis, elle est morte le 11 février 1970. Et son petit frère? Son petit frère est né le 20 mars 1904 et il est mort en octobre 1982. Il avait 78 ans. Je n'ai pas connu ma grand-mère. Hein. Comment je suis venue? Moi, je suis venue au monde là-bas dans la maison. En haut, là où Cathy, qu'est-ce qu'elle a? Sa chambre à coucher à l'arrière. Là, moi, je suis née, ma grand-mère, elle habitait en bas. Et le parrain, il avait toujours sa chambre qu'il avait en bas. Enfin, maintenant, il n'existe plus. Il y a le garage maintenant. Et ben oui, si tu veux, on était 4. Il y avait mon père, ma mère, il y avait moi, et il y avait le parrain. 4, oui. Pas toi. Pas toi. Vous connaissez le Hochdeutsch? Ben, à l'école, ceux qui ont fait de l'école, qui sont allés à l'école, ma mère, elle le savait. Le parrain aussi. Et mon grand-père, il parlait français, mais je ne sais pas s'il écrivait, mais il parlait français. Parce que le père, le père de mon grand-père, je t'ai dit, c'était Königsmacher, c'était un policier. Et, la fille du policier qui est devenue institutrice à Thionville, je ne sais pas, elle n'était pas, aujourd'hui elle serait prof, parce que j'étais une fois à Thionville dans l'étude, quand mon père est mort, j'ai dû aller chez un notaire à Thionville. Ma mère aurait dû y aller, mais elle m'a envoyé moi ça fait rien, moi j'aimais bien. Et j'étais dans la salle d'attente. Et il y avait un vieux monsieur qui rentre, mais tu voyais que c'était un bourgeois, c'était pas un ouvrier. Alors il m'a dit, vous ressemblez étrangement à mademoiselle Joséphine Chivre, que j'ai bien connue, qui enseignait à l'école à Thionville. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai dit, elle est morte, ça fait un moment, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est morte.
Moi, je l'ai bien connue, elle venait toujours chez nous. Elle venait aussi à côté, elle allait à côté. Et là, j'ai dit, elle vit plus. Ah, il a dit, ah ben oui, c'était ma jeunesse, je l'ai bien connue, mais vous lui ressemblez drôlement. Moi, je n'ai pas l'impression que je ressemblais à ma tante. Mais ça, c'est drôle. C'était donc en 44. Elle est partie à Oudren, parce que Königsmacker, il y a des forts. À Königsmacker, il y a des... Et à Oudren, elle avait l'esprit français. C'était le 11 novembre. Ils ont fêté avec le curé. Elle est partie au presbytère à Oudren. Et les Américains ont bombardé, tu sais, et elle a eu un éclat d'obus dans le cœur. Elle est morte le 11 novembre 1944. Catherine, elle est morte en 30. Et le Jacques, et ça, ma mère, elle m'a toujours dit, ça lui a fait beaucoup qu'il avait pu la Catherine. Et 2 ans après, il est mort, lui. Hein. Lui, il est mort en 32. Il est devenu aveugle à la fin. Je ne sais pas de quoi. Et Catherine, elle avait quel âge quand elle est morte? 58. Et elle est morte comment? Mais je t'ai bien dit, elle est dégringolée des escaliers, hémorragie interne. Et lui, il Elle est s'occupait. morte à l'hôpital? Mais non, il n'y avait pas d'hôpital. Elle est morte à la maison. Non, elle était à la maison. Elle était couchée dans la chambre qui monte tout droit. Bah, c'était la chambre de Simon, là, tu sais, avec les 2 fenêtres. Moi, je me rappelle encore que ma mère, elle me disait, je marchais parce que lui faisait les courses. Et j'allais avec lui faire les courses. Et c'est lui, à l'époque, tous les enfants avaient des tabliers. Alors, quand on allait, il y avait un chanal dans le cul-de-sac. Et on allait là parce qu'il n'y avait pas d'épicerie. Il n'y avait que le bar, le boulanger, qui faisait un peu épicerie, mais pas beaucoup. Autrement, il fallait aller dans Yutz. Je ne sais même pas où, et ça, c'était plus proche. Et moi, j'allais avec le grand-père. Il avait un grand sac en ciré noir, comme les gens ils avaient. Et lui, il allait avant avec la canne et le sac. Et moi, je suivais derrière. Il avait des chaussures qui couinaient. Je suivais toujours le couinement des chaussures. Parfois, il me prenait la main, parfois pas. Il jouait avec moi, il allait promener avec moi. J'ai un bon souvenir de lui. Et donc, oui, en 32, alors, ma maman lui disait, va monter, tu diras au grand-père, amène-lui une tasse de café. Je montais, je voyais, il était dans la chambre là, à l'île Lorrain, quoi. Il n'y a plus les l'île Lorrain, il n'y a plus rien. Et puis j'ai un bon souvenir. Je me rappelle très bien de son enterrement. Et là, donc, l'oncle Henri, c'était encore un frère à mon père, mais il avait 7 ans de plus que mon père. Alors, les aînés de mon père étaient tous enrôlés dans l'armée allemande. Bah oui. Et après, je sais, l'oncle Henri me l'a souvent raconté. Il a dit, j'aurais dû aller, donc c'était la guerre de 14, là, être militaire français et combattre contre mon frère. Et il a refusé. Alors on a dit, tu ne peux pas rester ici si tu ne veux pas faire ton service militaire et être enrôlé. Alors lui, il a été interné dans le midi de la France, dans un camp, pour refus de militaire. Et les autres étaient dans la j'ai des difficultés à m'exprimer, étaient donc militaires allemands. Ils ont dit, je ne combats pas contre mon frère. Le frère de mon père travaillait aux ateliers. Et comme mon père était le plus jeune de la fratrie, quoi, les aînés, ils ont aidé mon père parce que la maman n'était plus là. Le papa était perdu sans la mère. Et il a fallu qu'il aurait pu rester en Alsace, mais le frère lui disait, c'est plus intéressant en Lorraine, c'est moins fatigant, tu as un travail plus régulier, tu as une paye qui tombe, parce que lui, il était sellier, bourrelier, c'est-à-dire que c'était plus rural à l'époque, il y avait toujours des chaux, tout le monde avait des chaux, il fallait faire les harnais, il fallait faire la selle, et c'est mon père qui faisait ça.
Ben, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail en Alsace. Et l'oncle Léon, il disait toujours, tu fais des harnais, des chaux, tu es toujours avec les paysans, viens donc aux ateliers, tu auras un travail plus propre. Parce qu'aux ateliers, la SNCF, elle avait 3 classes. La troisième classe, c'était du bois, des banquettes en bois. La deuxième, c'était du sky. Et la première classe, c'était carrément du velours. Et c'est mon père qui faisait les sièges des wagons SNCF en velours. Alors, l'oncle Léon lui a dit, tu as un travail beaucoup plus propre que de travailler les harnais des chaux. Mais ça, ma mère, il l'a rencontré qu'après 22, après 1922, quand il est venu habiter, euh, travailler aux ateliers. Ouais. Comme tu as dit que les Mais comment ateliers. il l'a rencontré? Ben, ça va. À côté de Cathy, tu connaissais les MTAS? Il y a, donc, il y a Cathy, il y a le mufle et il y a une maison double qui avait une grande entrée double et il avait une chambre là-dedans. Et si tu regardes bien la maison, elle a encore une mansarde maintenant. Et mon père il logeait dans une des mansardes. Et ma mère, elle habitait à côté. Tu vois, ils se sont connus Donc, comme il ça. habitait? Ma mère était fille de cheminot. Et les filles de cheminots avaient, on peut dire, une association. Et il y avait toujours une manifestation, enfin pas manifestation, mais il se passait toujours quelque chose. Des fêtes champêtres, des balles, et mon père il y allait, et c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Les grands-parents du Raymond Lefort, ils avaient toujours un trait de culture. Et le dimanche, comme toutes les femmes cuisinaient le dimanche, il fallait aller à la messe. Si tu allais communier, tu allais à la messe de 6 heures. Et après, il fallait aller à la grand-messe à 10 heures. Il n'y avait jamais de communion à la grand-messe. À 2 heures, tu allais au vêpres. Et à 5, 6 heures, ça dépend des fêtes, il y avait compli. Il fallait encore aller au compli. Ah, le dimanche, j'étais occupée plein. Hein. Alors, ma mère, il y avait presque tous les dimanches du pot-au-feu. C'était la tradition, quoi. Ma mère, elle mettait le pot-au-feu en route, ça cuisait toute la matinée. Hein. Alors mon père, il a soulagé ma mère, il a beaucoup aidé. Moi, je me rappelle, il allait chercher le pain et il allait chercher le lait chez le fort. Et chaque fois qu'il allait chez le fort, il allait aux environs de 7h30, 8 heures. Il ne rentrait pas avant 11 heures. Alors ma mère a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben oui, je ne pouvais pas dire non. Il fallait que je répare les harnais encore. Mais ça, c'était gratuit, tu sais, c'était. Si le Joseph se serait marié, je ne sais pas s'il serait resté à la maison, mais mon père avait déjà terminé la maison quand, quand ma grand-mère, elle était déjà bien en route. Ma grand-mère est morte en 32, il y avait déjà des premiers locataires ici. Tu vois, c'était prêt pour venir habiter ici. Puis ma mère, elle n'a pas voulu, elle a dit, je ne laisserai pas mon père, je ne laisserai pas mon frère. Après, le père est mort. Après, le père est mort, et puis il y a eu les circonstances. Il y a eu la guerre en 40 de Joseph avec quel âge il était né en 40 ans, il avait 36 ans, mince alors. Il n'était jamais autonome. Si, pour ses intérêts à lui, il les a gérés très bien. Mais le reste, il laissait courir. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, le Joseph?
Ça va pendant la guerre, pendant la guerre. Ma mère elle me l'a raconté lui aussi. C'était le seul héritier mâle. Euh, il a toujours été gâté par ses tantes et par ses oncles du côté Chivre. C'était lui, oh, c'était le pauvre Joseph, le pauvre Joseph. Ma mère, elle était des fois en boule. J'ai dit, maman, c'est de ta faute, hein. Et j'ai dit, et papa, tu dis rien. Papa, il a dit, moi, je suis pas lésée, que j'habite ici ou que j'habite là-bas, tu vois. Si ta mère, elle veut comme ça, ben on fait comme ça. Hein, c'était des circonstances qui ont voulu que. Je dis, moi, je ne comprends pas que lui, il reste là. Alors, mon père, il disait, mais si, il comprend bien. Il n'a pas de souci. Il se laisse vivre. Il fait ce qu'il veut, il va où il veut, il va quand il veut et comment il veut, il s'en va. Il avait une bande de copains. Il partait avec les copains, tous célibataires comme lui. Les grands-parents habitaient en bas. Et quand ma mère s'est mariée, elle est allée habiter en haut. En haut, elle avait que la cuisine et la chambre à coucher dans laquelle toi tu dors encore, la chambre à coucher. C'était celle de mes parents. Mais mon père, pour payer la maison ici, il a travaillé aux ateliers, mais après, il a travaillé chez des marchands de meubles. Il a fait des matelas et des sommiers. Quand les marchands vendaient une chambre à coucher, c'est lui qui faisait la literie, quoi. Sommier, matelas. Alors, il avait du travail, mais il fallait travailler pour payer la baraque, quoi. Et ça, ce souci-là, le Joseph, il ne l'avait pas. Si le Joseph s'était marié, il aurait fallu qu'il cherche à se loger. Et s'il était resté, il ne serait pas resté à deux. La maison aurait été vendue, tu vois. Mais il aurait fallu que le Joseph il bouge les fesses, comme on dit. Et lui, il n'a pas bougé, il est resté là. Et à la maison, Oui. ton père, il parlait pas le plate? Non. Et, Comment il faisait pour oh, parler les gens? c'était rigolo, c'était rigolo. Et quand il parlait, il essayait de parler le plate. J'ai dit, papa, mais toi, parle. L'autre, il ne parlait pas l'alsacien non plus. Ben, ils étaient côte à côte à table, hein, comme ça, ce côté-là. Moi, j'étais là. Quand moi, je revenais de l'école, je racontais ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Et comme le parrain était à l'angle, à table, on ne parle pas, clac, j'avais le journal sur la tête. Alors j'ai regardé mon père, j'ai dit, tu tolères ça? Mon père, il m'a fait un clin d'œil. Parce qu'il était pas, il était sévère, hein, le parrain. Enfin, il m'a jamais battu, ça, non. J'ai pas été battue. J'ai pas été giflée, j'ai pas été battue. Comment il parlait à ta mère? Il parlait français à ta mère? Patois luxembourgeois. C'est le Joseph, parrain. oui. Oui, Mais ton père? mon père, il parlait l'alsacien. Ma mère, elle parlait l'alsacien. Ah bon? Mon père, il a dit, Pourquoi parler l'alsacien? écoute, mon père, il a dit, si tu viens avec moi à Masseveau, il avait des connaissances quand on allait à Masseveau, quand on arrivait, il fallait qu'on aille à pied à la gare à 2 heures de la nuit. On arrivait à 7 heures du matin à Mulhouse. À Mulhouse, on prenait un petit train qui avait la cloche qui traversait par tous les villages, tous les patelins. Il s'arrêtait dans le patelin et sonnait la cloche. C'était spectaculaire, folklorique, c'était très beau, hein. Lui, mon père, il a dit, ne viens sûrement pas parler Hochdeutsch, tu sais, l'allemand pur. Parce que là, je me fais blâmer. Et puis toi, avec, tu ne seras pas considéré. Alors, ma mère, elle avait des facilités. Elle parlait l'alsacien comme eux, elle n'a pas vu de différence, hein. Mais mon père, toi, tu parlais en quelle langue à ton les père? deux, les deux, à la maison, l'alsacien avec mon père et le plate avec ma mère. J'allais à l'école, je ne savais pas un mot de français. Alors j'ai dit quel âge? 4 ans, non, 5 ans. 5 ans, j'allais à l'école, mais il y avait beaucoup de mes copines qui ne savaient pas le français. Les gens, ils parlaient le patois luxembourgeois ici. Tu voyais, la guide, quand la guide était donc, elle n'avait pas de revenus, hein. Elle avait un petit, la maison n'existe plus maintenant, mais il y a tout le truc de Bassam, là, encore, je l'ai acheté le livre, mais moi j'ai connu les gens, toi tu les connais pas, c'est pas la même chose. Alors ma mère, elle dit, quand tu viens avec moi à Bassam, ben, il a dit, je me débrouille. Il savait quand même l'allemand, il a appris l'allemand à l'école, mon père. Et il a le diplôme, à 17 ans, il a le diplôme de la langue française. Il savait le français,
mon père, avec un accent, bien sûr, mais il le savait. Et quand ils sont partis, quand on est parti à Bordeaux avec les ateliers, les trois quarts des ateliers ne savaient pas le français. Mon père a joué l'interprète. C'était quelle année? 40, 1900, la guerre a éclaté le 1er septembre 1939. C'était un week-end. Je te l'avais déjà dit, on était dans le champ là à faire du foin. Et il y a la gendarmerie à côté du champ. Et mon père, il disait, c'est pas ce que... Moi, j'étais avec lui, on a tourné le foin, l'herbe, tu sais. Il a dit, il se passe quelque chose, il y a un va-et-vient là, c'est inhabituel. Et il a dit, attends, je vais voir. Il fallait traverser le Helper, parce qu'au bout, il y avait le Helper encore. Il a dit, viens, on remballe, on reste pas ici, il y a la mobilisation générale. Et on va à la maison, ça devait être un samedi, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était fin de semaine. On arrive à la maison, toute la rue de la Culture était devant la porte à parler, à jacasser. Et dans la rue de la Culture, il y en avait encore qui travaillaient aux ateliers. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le soir même, ils ont eu ordre de se replier à Bordeaux. Donc, début septembre 1939. Pourquoi Bordeaux? Il y avait des ateliers. Il y avait des ateliers, parce que c'était les ateliers SNCF qui ont été tout de suite transférés à Bordeaux pour couper aux Allemands, si jamais ils viennent, pour couper, qu'ils ne puissent pas communiquer avec l'Allemagne. Alors, aucune femme est allée, c'était des hommes qui sont partis là-bas. Et il y a des gens qui habitaient en location, et ils ont dit, on rejoint nos maris aussi vite que possible. Et ils avaient du mal à trouver à se loger, parce qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec les Allemands. Alors, il fallait d'abord leur expliquer qu'on n'est pas des Allemands, qu'on est des Lorrains, qu'on est Français, et qu'il y en a qui ont compris. Mais... Donc, mon père, il a trouvé une chambre chez une veuve, en premier lieu. Ma mère, elle a dit, écoute, tu vas là-bas, moi, je ne te rejoins pas parce qu'on a encore le cochon, les biquettes et tout le bazar. Et on avait des pommes de terre au champ, la récolte n'était pas finie. Et elle a dit, moi, je te rejoins quand je me serai débarrassée des bêtes, on les a vendues au boucher après, quand j'aurai fait la récolte. Et je ne vais pas laisser gâter tout ça. Et quand tout ça est réglé, je te rejoins et on verra d'ici là. Mon père était d'accord, il a dit oui. Et à Noël, donc c'était septembre ça, et à Noël on s'est mis avec 3 familles encore de Lutz ensemble, parce que pour nous, la France c'était étranger, on n'a jamais été, on ne connaissait pas. Et je sais que les Français étaient... ils ne nous considéraient pas si ils avaient peur de nous. Et comme il y avait la ligne Maginot tout près, ceux qui étaient tout autour de la ligne Maginot ont mis des bouts aussi vite qu'ils ont pu. Mais il n'y a jamais rien eu à la ligne Maginot, c'était calme. Oui, alors à Noël, on a dit qu'on ne va pas rester Noël seul. On était 3 familles qui sont allées dans... Et moi, je vois toujours le clair de lune. On a pris la nuit le train pour Bordeaux. Mais on n'a pas changé, c'est aller d'un trait. Si, parce que normalement, tu changes à Paris. Mais je ne sais même pas par où on est passé, je ne peux plus te le dire. Et on est descendu là-bas, on a fêté Noël. Tu avais 10 ans? Oui, oui. Oui, et il faisait froid l'hiver, là, l'hiver 39-40. Oh, il a gelé à fendre l'âme. On avait des lapins encore, on les a vendus. Tout le monde ne travaillait pas aux ateliers. Les autres gens de Zut, ils ont acheté le surplus que nous, on se débarrassait. Et jamais de la vie, on aurait pu consommer tout ça. Alors, il y avait le parrain encore. Mais le parrain, il travaillait au dépôt à Thionville. Et le dépôt, il est parti pas en même temps que nous, mais quelque temps après, à Castres, dans le Midi. Alors, on n'avait aucune aide du côté du parrain. Alors, on était seuls dans la maison, ma mère et moi. Donc, là, je te parle encore de... bon, en septembre, les cheminots sont partis à Bordeaux. Et il y a tout de suite les militaires français qui ont occupé le terrain, là. Parce que le terrain, à l'origine, je ne sais pas, c'était pas national. C'était comment on dit, un groupe d'aviateurs. C'était qu'un aérodrome, si tu veux.
il y avait des planeurs, il y avait c'était pour l'amusement, quoi, c'était pas militaire. Et tout de suite, on a trouvé ça drôle en 1936 déjà. Les premiers aviateurs de là-dedans, parce que nos premiers locataires, c'était des aviateurs. Ils étaient juste dans la caserne en face. Et la caserne en face, j'ai aussi des cartes encore. Il y avait un grand mur alors, qui allait du croisement de la rue jusqu'en haut. Tu ne voyais pas de maison. Et en face de chez nous, il y avait une entrée. Et ça, j'ai dans un album aussi, oui. Et puis, comment je te dis, oui, alors, à Noël, nous, on est allés là-bas et on est revenu ici, mais tu voyais que les cheminots partaient petit à petit à Bordeaux. Ils n'étaient pas propriétaires et il n'y en avait pas beaucoup qui étaient propriétaires. Et ma mère, elle a dit, avant que j'ai écoulé tout et que j'ai réglé tout, je ne viendrai pas. Je me rappellerai toujours Pentecôte 1940. On était à l'église, ici. Et il y a les Allemands qui sont venus en rase-mode bombarder. On n'avait pas le courage de sortir de l'église, oui. Ils ont déjà essayé d'occuper le terrain d'aviation. Les Français n'ont pas réagi, hein. Les Français, ils avaient la trouille, ils ont mis les bouts. Alors, bon, on est resté dans la Pentecôte et tout de suite, on a eu l'avis d'évacuation. Il a fallu se rassembler devant la place de l'église, là, ici. Il y a des bus qui sont venus nous chercher, qui nous ont amenés, alors, je ne sais pas combien, des kilos de bagages, mais pas beaucoup de bagages, hein. Alors, il fallait mettre un pot pour cuisiner, un pot de terre comme on a devant la porte, et ne pas fermer les portes à clé. Et ils ont dit qu'ils allaient nous faire suivre les pots pour qu'on ait de quoi cuisiner. Bon, donc on a été rassemblés avec 10 kilos de bagages, c'était pas grand-chose. On nous a ramassés devant l'église, on nous a amenés à Borgard, et de là, on nous a ramassés de nouveau en bus, et on nous a amenés à la caserne à Metz. On nous a évacués de peur qu'on attaque la ligne Maginot, qu'on serait en plein combat, tu vois. Et puis de là, donc de Metz, au bout de 4 jours, on nous a ramassés, on avait la vie de soldat. Bon, on avait des voisins dans la rue de la Culture, mais on était bien avec la dame. C'était une Allemande, mais elle était déjà longtemps en Lorraine, quoi. Lui, il travaillait à Usinor. Et puis elle m'a toujours pris sous son aile. Oh, ma pauvre fille, t'as plus de père. Ton père est à Bordeaux et ta mère est débordée. Ma mère, malgré qu'elle était débordée, elle avait quand même la tête froide, tu sais, lucide. Mais elle nous a pris la dame là sous la coupe, c'était bien. Bon, alors on est arrivé, donc de là, on nous a embarqués de Metz, de la gare, dans un train. Et là, on était 3 ou 4 jours en route dans le train. Et le train, jour et nuit, hein, mais des banquettes en bois, hein, ce n'était pas jour et nuit. Et quand on arrivait dans une gare, il y avait des infirmières en uniforme d'infirmière qui nous donnaient à manger. Soit tu avais une soupe chaude, soit tu avais du café au lait avec un petit pain, du pain à l'eau, tu vois. Mais on a été ravitaillés comme ça. Et là, on a atterri en Bourgogne un soir. Je me vois toujours encore. Et on a dû quitter le train et prendre un bus. Il faisait nuit. Ma mère, elle a dit, mais bon sang, mais moi, j'arriverai jamais à rejoindre ton père. Comment je vais faire ça? Moi, je ne vais plus avec. On nous débarque sur une place à Saint-Bonnet-le-Joux. Alors, ma mère, elle va et elle dit aux dames là, moi, j'appartiens au groupe des réfugiés, mais je n'ai pas envie d'aller dans la salle parce que je veux rejoindre mon mari qui est à Bordeaux. Alors, une dame avec un gros accent bourguignon, elle dit, eh bien, vous venez avec moi, moi je vous loge. Une maison, c'était une maison de maître, quoi, sur une place, et on va avec elle. Et puis elle dit, oh ma pauvre dame, si, moi je vous mets, moi je suis seule dans la maison, je suis la gouvernante du vétérinaire, et le vétérinaire il est à la guerre, et sa chambre est vide, vous prenez sa chambre et on verra la suite. Elle a dit, oh quand je vous ai vu avec la petite, j'ai eu mal au cœur, je ne vais pas vous laisser, comme je peux, je vous aide.
Et donc, ma mère, à la mairie, elle a dit, je veux rejoindre mon mari à Bordeaux. Lui, le maire, il a fait un laissez-passer. Moi, comme j'avais 10 ans, j'ai fait des courses, j'ai demandé si je peux être utile. Elle m'a dit oui, je peux aller chez la fermière chercher du lait, je me vois toujours, traverser le patelin. On avait vraiment une bonne entente. On est resté environ une semaine chez elle. Alors elle a dit, vous en faites pas, je me débrouille. Alors avec son accent, elle a dit au laitier de nous emmener à la gare. Ça, je vois toujours dans une camionnette. Et on est arrivé en gare de Mâcon. Et là, on a pris le train pour Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, il fallait changer de train jusqu'au Bordeaux. On a traversé toute la France. Et ma mère, elle s'est vraiment formidablement débrouillée. Alors, ce qu'on avait comme bagage, on n'avait pas beaucoup, mais on en avait quand même. Elle n'aurait pas pu le traîner. Je ne sais même pas qui s'est occupé. Enfin, déjà, elle était gentille. Le laitier nous a emmenés aussi, c'était bien. Et puis de là, on est arrivé à Bordeaux. À Bordeaux, en gare, elle a pu, je ne sais pas comment elle a fait pour prévenir mon père. Mon père nous a recueillis et mon père avait qu'une chambre. Mais mon père, comme il parlait français, il travaillait à l'entretien de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ta mère et toi, vous parlez français aussi? Ah oui, ma mère, elle parlait bien français. Ouais, un petit accent de l'Est, quoi. Eux, là-bas, ils avaient un accent aussi. À Bordeaux, ils avaient l'accent bordelais. Et en bourguignon, c'était Oeil, mais elle est arrivée à se faire comprendre. Alors, les gens, ils venaient des fois chez ma mère, tu peux nous aider? Oh, nous, en loge. Alors, la gouvernante du vétérinaire s'appelait Marie Palot. Alors, elle disait toujours, ma bonne dame, je ne vous laisse pas aller manger là. Et elle nous a fait à manger. On était vraiment bien. Elle est venue avec au, au camion du laitier. Elle nous a aidés à monter dedans. Elle avait les larmes aux yeux. On lui a encore écrit longtemps après. Oui, alors mon père, qui savait le français, il a dit que ma femme et ma fille vont venir, qu'est-ce que je vais où je vais les loger. Je ne veux pas les mettre. Non, 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 vous inquiétez pas, moi j'ai quelque chose pour vous. Et on a trouvé un logement, des locataires que lui, il avait sur un boulevard Victor-Emmanuel de Bordeaux, un grand boulevard énorme, j'avais jamais vu ça. Les tramways se croisaient au milieu, s'arrêtaient, tu voyais à peine le bout du boulevard. En face, ça ne traversait pas en longueur, en largeur. Mais moi, j'ai découvert la ville, c'était fantastique. Mais il était gentil comme tout. Hein. Et il habitait tout seul dans la maison. Normalement, il y avait 4 locataires là-dedans. Alors, le logement que nous, on a eu, tout était meublé, tout était meublé, quoi. Il y avait les ustensiles, il y avait tout. On allait faire les courses dans le quartier, il y avait plein de monde, plein de commerces, beaucoup plus que maintenant. Tu peux pas peut-être comme à Paris, un commerce à côté de l'autre. Ma mère, sachant français, elle se débrouillait très bien. Mon père aussi, ça a été. Et il y a des copains qui sont venus demander, mon père, d'intercéder pour qu'il trouve un logement. Alors, mon père, il rigolait toujours. Il dit, quand j'allais chez quelqu'un, il a dit, je veux un logement pour mon copain. La première chose qu'il demandait, il est du régiment ou de la compagnie? Et la compagnie, c'était la SNCF et le régiment, c'était militaire. Il ne voulait pas le régiment, il voulait la compagnie. Parce que c'est la compagnie. Si tu ne pouvais pas payer, c'est la compagnie qui payait. Oui, alors là, c'est encore une autre histoire. Alors lui, il travaillait à la gare de Thionville. Et la gare de Thionville, elle s'est rabattue, pas dans notre secteur, pas à Bordeaux. Ils auraient dû aller, je ne sais pas où. Et il a dit, si vous voulez aller où, alors je ne sais pas, c'était pas le mufle, et je ne crois pas que c'était son père. Il a donné notre adresse de Bordeaux, l'adresse de mon père, parce que là, tu n'allais pas comme dans la caserne, tu étais logé différemment. Alors, mon père a été appelé à Bordeaux, ils ont dit, votre famille va venir vous rejoindre. Il y avait les parents de la Félicie aussi, mais les parents de la Félicie, c'était un bon copain à mon père.
Et lui, il les connaissait pas plus, tu sais, que le mufle, quoi. Et mon père, il savait qu'ils n'étaient pas gentils avec lui aussi. Ils se sont foutus de mon père. Enfin, pas le frère de mon grand-père, non, c'était sa femme. Et puis le mufle qui étaient les instigateurs de tout ça. Oui, eh ben, ils sont venus à Bordeaux, mais mon père a dit non, j'ai rien à faire avec eux. Il a dit qu'ils se débrouillent, parce que après toutes les vacheries qu'ils nous ont fait, et mon père a dit ils sont capables de se débrouiller tout seuls, laissez-les se débrouiller.